effectivement, sur les routes avec leurs tracteurs, sauf quand ils se font entendre au salon de l'agriculture ou autre. Bonjour Jean-Paul Pelleras. André Berkoff. Bonjour. Vous venez d'écrire Le sacrifice paysan aux éditions Éric Bonnier. Jean-Paul Pelleras, on vous a déjà reçu et toujours avec plaisir. Au fond, on va parler de cette loi, de cette fameuse loi dite Duplon, mais auparavant, aujourd'hui, la FNSEA et les jeunes agriculteurs ont appelé à calmer le jeu et à, non pas se démobiliser, mais enfin de dire, voilà, il y a une avancée. Et est-ce que c'est encore une fois un nouveau chapitre, un nouveau... On a presque l'impression de loin, mais c'est facile à dire, qu'on a des chapitres comme ça, puis ça se réveille, et puis ça... Et puis le travail, si vous voulez, je dirais, le travail, j'allais dire, d'une moissonneuse-batteuse, mais d'une moissonneuse-batteuse mortelle, mortifère, continue. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça fait maintenant 1 an et demi que les promesses ont été émises consécutivement lors des 2 salons de l'agriculture. Effectivement, il y a une cacophonie parlementaire qui fait que tout est bloqué. Il y a eu une obstruction qui a mené donc à la situation actuelle. Et je pense que les agriculteurs doivent rester mobilisés parce que cette loi est nécessaire. Et de cette loi dépend, à mon avis, une bonne partie de la survie de l'agriculture française. Alors pourquoi, dites-nous juste très rapidement, Jean-Paul Pelleras, c'est quoi exactement cette loi, si on avait à la résumer ? Enfin, qu'est-ce qu'elle apporte, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle apporte la levée d'un certain nombre de contraintes, notamment sur l'utilisation des insecticides. Il y a également sur l'utilisation de l'eau. Faut pas oublier quand même que les écologistes sont allés jusqu'à écrire dans leurs amendements que tous ceux qui ne produiraient pas en bio ne pourraient plus irriguer. C'est quand même quelque chose de complètement ubuesque. Et ensuite, sur la taille des bâtiments d'élevage, entre autres. Voilà les grandes lignes. Il faut absolument, parce que sur les insecticides, nous sommes les seuls en Europe à ne pas utiliser certains insecticides, ce qui nuit évidemment à notre compétitivité et qui met en péril des filières entières, betteraves, noisettes, fruits, légumes et autres. Voilà. Mais Jean-Paul Pelleras, je ne comprends pas. Vous dites nous sommes les seuls, la France donc, mais je croyais qu'il y avait des lois égales et communes pour l'Union européenne, la sacro-sainte Union européenne. Oh ben non, pas du tout, puisque vous avez la cétamipride qui est autorisée partout en Europe et qui ne l'est pas sur certaines productions en France. Bon, allez savoir pourquoi. C'est encore un zèle environnementaliste franco-français qui fait que voilà. Alors d'ailleurs, qui a fait obstruction et qui a déposé plus de, je crois, 3500 amendements, c'est la France insoumise et les écologistes. Pour rappel, quand même, la dernière fois que l'extrême gauche s'est occupée d'agriculture, que ce soit en Chine ou en Russie, ça a causé 60 millions de morts. Soyons prudents avec ces gens-là. Oui, 1500 amendements effectivement déposés par les écologistes et 800 par les insoumis, donc 3500 amendements déposés là-dessus. On peut se poser la question, restez avec nous évidemment Jean-Paul Pelleras, et bonjour et merci d'être avec nous Brigitte Barège. Oui, bonjour à tous les deux, merci beaucoup. Bonjour, vous êtes, je rappelle, une députée UDR du Tarn-et-Garonne. Alors, oui. il y a quelque chose qui m'a fait, je ne dirais pas bondir, mais étonné, vous voyez, de l'extérieur, c'est ceci. On dit, l'Assemblée nationale a repoussé la loi Duplon à la faveur d'une motion de rejet tactique du bloc central pour passer outre les amendements écologistes et insoumis. Bon, on a bien compris, donc, la motion de rejet, je dis bien, a été adoptée par 274 voix contre 121, et la mesure qui vise effectivement est saluée par Jean-Paul Pelleras et la plupart des agriculteurs, et donc on rejette cette loi, mais elle va passer devant une commission mixte paritaire qui réunit à huis clos 7 députés et 7 sénateurs, et alors eux, on pense que cette loi va passer. Alors dites-moi, moi je comprends pas, les législateurs, l'Assemblée nationale, elle est là pour voter une loi, et elle vote effectivement, elle veut voter pour cette loi Duplon. Mais comme il y a une opposition, on doit passer aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est un 49-3 déguisé, on doit passer par une commission paritaire. Expliquez-nous, Brigitte Barège.
Vous avez raison, M. Bercoq, de parler d'une vraie cacophonie, même d'un marathon législatif incroyable, même historique. Hein. Voilà, donc au départ, il y a une loi qui vient du Sénat, vous l'avez dit, elle porte le nom d'un sénateur qui s'appelle le loi Duplon. Oui. À l'Assemblée, on l'a rebaptisé « Lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur ». C'est tout un programme. Comme vous l'a dit tout à l'heure la personne précédente, essentiellement, il n'y a pas beaucoup d'articles, mais il y en a essentiellement 2 qui ont posé problème. L'article 2 qui vise, il vous en a parlé, à permettre aux agriculteurs français d'utiliser des produits phytosanitaires qui sont utilisés partout en Europe, sauf en France. Alors moi je suis d'un département, vous savez, où il y a des vergers, premiers importateurs de pommes, de prunes, de noisettes, et ils sont directement concernés parce qu'il vous a parlé notamment de la fameuse acétamipride. C'est une molécule dont on a raconté, Madame Delphine Bateau, qu'elle tuait des abeilles, ce qui est totalement faux. Les arboriculteurs, ils utilisent les abeilles pour polliniser leurs vergers. Ce produit est utilisé en Espagne. Vous voyez, dans ma région, on est à 2 pas de l'Espagne. Ils utilisent ces produits, nous non. Et au total, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est que nos vergers sont attaqués par les pucerons, par la punaise diabolique, enfin tout un tas d'insectes qui mangent les fruits, mais aussi les arbres. Donc, l'article 2, c'était ce sujet-là, qui était d'ailleurs très polémique et qui d'ailleurs a été vivement critiqué par les écologistes. Voilà pourquoi ils ont fait presque 70% des 3500 amendements, des amendements de suppression. Et l'article 5, comme vous l'avez rappelé également, c'est celui qui permet l'accès à l'eau. Comment peut-on imaginer que les agriculteurs ne puissent pas irriguer? C'est pas possible. Oui, ce que disait Jean-Paul Pédras, oui, absolument. Évidemment. Alors, ce qui s'est passé, c'est que quand on a vu comment ça s'est passé en commission, vous savez, avant d'arriver dans l'hémicycle, vous avez des commissions qui examinent les textes. Oui. Et en commission développement durable, justement, où il y a beaucoup d'écolos, ils avaient supprimé carrément l'article 5 sur l'irrigation, sur l'accès à l'eau. D'accord. Et l'article 2, pareil, sur les fameux traitements phytosanitaires. Donc, quand nous, on était déterminés à se battre dans l'hémicycle, et le bloc central, qui n'est pas tout à fait sûr, le bloc central, c'est macroniste, pas tout à fait sûr de ses députés, finalement, en définitive, et bien a préféré ne pas prendre le risque de voir certains de ses députés voter contre la loi, enfin la partie de la loi qui les intéresse. Et dans le doute, il n'est pas sûr d'ailleurs d'avoir une majorité, ils ont préféré demander justement aux rapporteurs qui appartiennent quand même au bloc central, et au LR, de présenter ce qu'on appelle une motion de rejet. C'est assez incroyable. Donc c'est leur propre rapporteur qui a demandé qu'on rejette le texte qui allait arriver en débat à l'Assemblée. Je vous avoue que moi-même j'étais furieuse. J'ai beaucoup hésité. On en a parlé avec le RN, on a parlé avec l'UDR, on a parlé avec les agriculteurs, la FNSEA, la coordination rurale. Ils pensaient tous, c'était la solution de sagesse. Donc ça veut dire qu'on n'a rien voté hier. On a voté comment rejeter le texte, purement et simplement. Ça a été vite fait, ça a duré 1 heure. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Eh bien, dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle la commission mixte paritaire qui va examiner ce texte. C'est ça. Alors, elle est composée, vous l'avez rappelé, de 7 députés, de 7 sénateurs. Bon, côté sénateurs, ça ne devrait pas poser de problème, puisque c'est quand même eux qui ont voté le texte, qui est arrivé en débat à l'Assemblée. Côté député, la composition n'est pas encore arrêtée, mais en gros, il y a en principe les plus gros groupes qui participent. Par exemple, moi, mon groupe UDR ne seront certainement pas. Il y a 2 RN, un MoDem, un LR, peut-être un LFI, un PS. Et on pense que la commission paritaire, Brigitte Barrès, va elle, voter cette loi. Va voter le texte initial du Sénat. Le texte initial, oui. Alors, ce qu'il y a, je ne sais pas si j'ai encore le temps de vous expliquer comment ça fonctionne. Avant de passer vraiment en commission mixte paritaire, les 2 présidents des commissions économiques du Sénat et de l'Assemblée vont déjà faire un petit travail de dégrossissage. Ils vont essayer de s'entendre avant que ça passe en commission. Et s'ils arrivent à s'ajuster, à ce moment-là, ça va très vite. La commission mixte paritaire, elle vote en 1 heure, quasiment. D'accord. Et par contre, il faut aller très très vite. Après, elle doit revenir à l'Assemblée. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'elle n'a pas force de loi, ça doit revenir à l'Assemblée ensuite. C'est ça. Si c'est une CMP conclusive, on appelle ça, c'est arrivé à un accord, elle repasse ensuite pour être là en scrutin public. Et là, a priori, ça repartira peut-être au Sénat. C'est pas sûr que ça revienne à l'Assemblée. Donc, vous voyez, on n'est pas arrivé au bout quand même. On n'est pas arrivé au bout. Donc, il faut que les agriculteurs restent quand même mobilisés. Je pense, bien sûr, mais vous imaginez, Brigitte Barrès, je veux dire, ce qui est extraordinaire pour quelqu'un extérieur quand on regarde ça, c'est qu'on se dit, et voilà, il y a une majorité à l'Assemblée nationale, etc., pour voter cette loi favorable aux agriculteurs. Simplement, comme il y a les autres qui sont contre, eh bien, il faut voter contre la loi pour contourner tout cela. Mais quelle image de la représentativité, quelle image de la démocratie, quand même.
Monsieur Berco, je suis entièrement d'accord avec vous. La problématique de l'Assemblée nationale, moi j'ai été député il y a longtemps, quand je reviens ici, je ne me reconnais pas. Il y a 11 groupes différents. La problématique, elle vient du bloc central. Vous voyez, pour le narcotrafic, la loi qu'on a passée avec Retailleau-Darmanin, on a pu dégager une majorité. Pourtant, on avait les mêmes adversaires, LFI, Écolo et les communistes. Et par contre, le Parti socialiste et les LR ont voté avec nous. Néanmoins, cette fois-ci, et le bloc central, cette fois-ci, ils ont peur. On était sûr d'avoir le RN, l'UDR et les LR. Mais ça ne suffit pas à faire une majorité. Ouais. Et donc, comme le groupe de Macron n'était pas tout à fait sûr de ses propres ouailles, si j'ose dire, ils ont préféré prendre la solution de facilité de quasiment éviter le débat à l'Assemblée. C'est catastrophique. Hein. À quoi on sert? Moi, je me pose la question. On se demande à quoi sert le législateur, pourquoi on a été élu. Hein. C'est une vraie question. Merci beaucoup de vos éclaircissements, Brigitte Barège. On va continuer à parler, évidemment, avec Jean-Paul Pelleras, tout de suite après cette petite pause. Quid du reste? Parce que, voilà, on voit ce qui se passe là. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Voilà ce qu'il faut pour faire passer une loi. Voilà, il faut la rejeter. Ça passe en commission paritaire, ça va repasser à l'Assemblée nationale, ça va repasser au Sénat. Jean-Paul Pelleras, alors là, parlons du fond quand même. Et Dieu sait si vous êtes bien placé pour ça et si vous avez écrit là-dessus, aussi bien comme journaliste que comme auteur du Sacrifice paysan. Au fond, ça dit quoi quand même de cette France? Ça dit quoi de ce système? Parce qu'on a l'impression vraiment qu'on fait une course de haies, une course d'obstacles, et puis voilà, ça avance, ça recule, deux pas en avant, deux pas en arrière. Je sais pas, c'est triste quoi, je sais pas. Il y a plusieurs, évidemment, c'est multifactoriel, hein, donc on commence par avoir, évidemment, le problème des marchés. Il faut conserver les marchés, donc conserver sa compétitivité. Et ensuite, il y a également régulièrement des problèmes, mais ça c'est l'agriculture qui veut ça, hein, liés aux intempéries, liés aux ravageurs, liés aux prédateurs. Bien sûr. Et il y a des gens qui, depuis quelques années, ont tendance à s'occuper des affaires des autres. Et c'est, je crois, ce que l'agriculteur ne supporte plus. Et ce sont majoritairement les environnementalistes. À un moment donné, à force de tirer sur la corde, je crois que là, ils sont en train, c'est ce qui se passe actuellement avec cette loi, ils se mettent en travers, ils ne laissent pas travailler le monde agricole. Vous savez, l'histoire des insecticides, quand quelqu'un est malade, il n'hésite pas à prendre des produits chimiques pour se soigner. Bien sûr. Quand le chien commence à se gratter, on va chez le vétérinaire et puis on va se dépêcher d'acheter un insecticide qui fait d'ailleurs partie de la famille de ceux qui sont incriminés aujourd'hui. Voilà. Donc tout ça, c'est... Alors, qu'est-ce qui va se passer après les agriculteurs, une fois qu'ils auront eu la peau du dernier agriculteur de France, ce que j'explique un peu dans le livre, ils vont passer à quoi? Ils ont déjà foutu le secteur de l'énergie en l'air, l'industrie. Il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter de cibler systématiquement l'induction et la productivité. Et c'est ce qui est en train d'arriver à l'agriculture. Aujourd'hui, l'agriculteur, il se lève pour travailler le matin et il se fait engueuler parce qu'il travaille. C'est pas normal quand même, ça. Oui, on veut décourager les personnes qui travaillent, quoi. C'est-à-dire qui font, qui produisent, quoi. Ouais. C'est la première raison. Ouais. Et à votre avis, vous qui observez ça depuis quand même quelques temps, c'est le moins que l'on puisse dire, c'est quoi? C'est une volonté, je dirais entre guillemets suicidaire, c'est on s'en fout, nous on n'appartient pas à ce monde-là, nous on est protégés, c'est quoi? C'est-à-dire, parce que on se dit logiquement, attendez, c'est un pays, hein, on est dans le même pays, on travaille pour le même pays, enfin pour nous bien sûr. Qu'est-ce que c'est que cette espèce de volonté de l'agriculture, l'industrie, etc., etc. Quoi, ça sert plus à rien, on va tout déléguer aux Chinois et tout va bien? Effectivement, c'est le risque. C'est le risque. Le problème qu'on a aujourd'hui avec ces gens qui critiquent systématiquement ceux qui se lèvent le matin pour travailler, parce que je crois que c'est ça, c'est qu'ils ne connaissent de l'outil, j'ai l'habitude de le dire comme ça, ils ne connaissent de l'outil, ni l'usage, ni le prix.
n'est-ce pas? Ouais. Alors, vous avez, il faut les citer, vous avez Madame Panot, Madame Rousseau, Madame Tondelier, Madame Bateau, qui, depuis leurs assemblées, leurs strapontins, ma foi, décident semble avoir droit de vie et de mort sur des pans entiers de secteurs d'activité. C'est quand même dramatique. À un moment donné, il faut peut-être aller sur le terrain et puis se saisir de l'outil. Il ne faut pas faire ça en 1 heure avec des bottes qu'on n'a jamais mis et qu'on range et qu'on ne remettra plus jamais. Non, 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 il faut faire ça pendant 1 semaine, 1 mois, 1 an, 1 vie. C'est là que les choses se voient. Parce qu'à la fin du mois, à la fin de l'année, il faut rembourser les emprunts. Et oui. Vous voyez, et c'est ce que les agriculteurs aujourd'hui, je crois, ne supportent plus. C'est cette stigmatisation qui passe aussi, malheureusement, des fois, c'est pas le cas chez vous, mais par certains médias, où il y a cette stigmatisation qui devient inacceptable. Oui. Et cette stigmatisation qui devient inacceptable, elle agit presque, il faut le dire, enfin, on voit comme un rouleau compresseur qui fait que... mais vous savez, moi, l'impression que j'ai, enfin, on le sait aujourd'hui, on voit très très bien, le monde appartient aujourd'hui, on voit très bien avec ce qui se passe avec les BRICS et ailleurs, l'Amérique, la Russie, etc. Le monde appartient à ceux qui produisent au vrai sens du terme, dans tous les sens du terme. Et on a l'impression chez nous que c'est le contraire. Non, non, ceux qui produisent, c'est pelé, c'est galeux, et il faut les mettre, il faut les entretenir, mais les mettre, aller en résidence surveillée. C'est un peu ça, Jean-Paul Pelleras, non ? C'est un peu ça, c'est le régime des purs et des impurs. Voilà, alors les purs, ce sont ceux qui, quelque part, prônent l'oisiveté, et les impurs, ce sont ceux qui travaillent. Vous savez, il y a également une chose qu'il faut prendre en compte, c'est qu'aujourd'hui, c'est très difficile de tenir une entreprise parce qu'on est confronté à la compétitivité et au moins-disant social. Ouais. Aujourd'hui, dans le monde, celui qui emporte les marchés, c'est toujours le moins-disant social. C'est comme ça. Alors, il faut essayer, en plus de tenir avec cette difficulté-là, et si on vient vous scier la planche en permanence, au bout d'un moment, les paysans vont envoyer valser par-dessus les moulins le métier, et puis il n'en restera plus. Il n'en restera plus, et là, qu'est-ce qu'on fera? On l'a dit à votre antenne de nombreuses fois, alors là, il faudra se contenter de l'importation. Et je ne sais pas si là, les écologistes et tous ces gens si vertueux auront le courage d'aller expliquer au roi du Maroc, ma foi, qu'il ne faut plus importer de tomates, n'est-ce pas, en Amérique du Sud ou dans des pays lointains. Ce sera beaucoup plus compliqué quand même. Oui, et c'est ça qui est terrible comme moment de vérité, vraiment. Est-ce qu'on doit passer par le suicide pour comprendre quelque chose? Merci Jean-Paul Pelleras. Je rappelle votre livre, lisez-le, je le recommande, Le sacrifice paysan aux éditions Éric Bonnier. On continuera d'en parler, mais vraiment, on espère que les princes qui aspirent à nous gouverner seront ce que s'appelle le territoire français. Il suffit de sortir de la ville pour s'en apercevoir, même si on n'y connaît rien. Et c'est quand même, franchement, un crime. Peut-être pas contre l'humanité, mais contre une certaine humanité, et c'est déjà suffisant.